Donc bonjour à tous, on va aborder donc un nouveau point. Aujourd'hui, on va attaquer la question de la capacité. Donc sous-titre 2, la capacité. Je vous rappelle que le sous-titre 1, c'était le consentement, où on a étudié ensuite 2 chapitres, l'existence du consentement et l'intégrité du consentement. Donc on a étudié la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours maintenant, puisqu'il y avait le pont, enfin pas le pont d'ailleurs, le 11 novembre. On a étudié ensemble les différents vices du consentement, le dol, l'erreur, la violence. On va donc aborder maintenant sous-titre 2, la capacité, avec un chapitre 1, la capacité de contracter pour soi-même. Donc chapitre 1, la capacité de contracter pour soi-même. L'article 1145 du Code civil dispose que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, toute personne peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Vous pouvez fermer les guillemets. L'article 1146 du Code civil ajoute que, vous pouvez ouvrir les guillemets, sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les mineurs non émancipés, virgule, les majeurs protégés au sens de l'article 425 du Code civil. Fermez les guillemets. Le principe est donc que toute personne, physique ou morale, a la capacité de contracter. Les exceptions sont strictement encadrées. Donc on va étudier dans ce chapitre 1 les incapacités d'exercice et puis ensuite les incapacités de jouissance. Donc grand 1, les incapacités d'exercice. 1.1, définition. L'incapacité d'exercice suppose que l'intéressé n'est pas privé du droit de contracter, mais qu'il ne peut lui-même exercer ce droit. Il peut donc être partie à un contrat, mais il doit être représenté ou assisté. Les incapacités d'exercice concernent essentiellement les mineurs non émancipés, ainsi que certains majeurs protégés, qu'on appelle les incapables majeurs. Donc juste pour être bien sûr, vous avez bien compris, quand je dis mineurs non émancipés, vous avez peut-être entendu parler de l'émancipation. Je vous rappelle qu'on est majeur en France à 18 ans, et qu'avant 18 ans, on est donc un mineur. Mais il arrive dans certaines circonstances qu'un mineur puisse avoir besoin d'être émancipé, c'est-à-dire de disposer des mêmes droits qu'un majeur, qu'un adulte. C'est des cas généralement assez particuliers, soit de mineurs qui ont des revenus très importants. On peut imaginer une jeune star du foot ou de la musique, ou des jeunes qui sont dans des situations familiales très compliqués, qui ont besoin et qui démontrent qu'ils sont capables de se comporter comme des majeurs. 1.2. Fondement. Le régime des incapacités d'exercice a pour objectif de protéger l'incapable contre lui-même en raison de sa faiblesse ou de son inexpérience qui font présumer son incapacité à défendre ses intérêts. Il arrive aussi qu'une telle incapacité ait pour but de préserver les créanciers de l'intéressé. Donc il arrive aussi qu'une telle incapacité ait pour but de préserver les créanciers de l'intéressé lorsque ce dernier a fait preuve de son insuffisante capacité de gestion, de sorte qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc vous avez bien compris, on parle ici d'incapacité d'exercice, c'est par exemple parce qu'on a peur que le mineur fasse n'importe quoi de sa fortune, qu'il le dépense de manière totalement exagérée, disproportionnée, et perde ainsi la fortune dont il aurait par exemple hérité.
Ou bien alors, on a peur, quelqu'un qui a toujours très mal géré ses sociétés, qui fait n'importe quoi, on a peur qu'il se relance dans une nouvelle activité, qu'il ruine à nouveau des gens qui, naïvement, lui auraient prêté de l'argent pour qu'il investisse ou autre. 1.3. L'incapacité du mineur. 1.3.1. Principe. Le mineur est non émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice qui lui interdit en principe de conclure tout contrat. Il est représenté à cet effet soit par un administrateur légal, soit par un tuteur. Donc l'administration légale consiste à soumettre le mineur à l'autorité parentale. L'administration est conjointe si elle est sous l'autorité de ses deux parents. Elle est dite sous contrôle judiciaire si elle est exercée par un seul parent. La tutelle est un régime juridique applicable lorsque les parents sont tous deux décédés ou déchus de l'autorité parentale. Donc la tutelle est un régime juridique applicable lorsque les parents sont tous deux décédés ou déchus de l'autorité parentale. Un tuteur est alors désigné et un conseil de famille est constitué par le juge des tutelles qui le préside. Donc vous avez bien vu le système le plus classique, une famille on va dire habituelle, en tout cas dont les parents sont vivants, en bonne santé et aptes à exercer leurs fonctions, c'est le système de l'administration légale. Quand malheureusement ça n'est pas le cas, quand les deux parents sont décédés ou se révèlent incapables d'exercer l'autorité parentale, on met alors en place un système de tutelle. 1.3.2. Fonctionnement de l'incapacité du mineur. 1.3.2. Fonctionnement de l'incapacité du mineur. Le fonctionnement de l'incapacité du mineur conduit à distinguer 5 types de contrats qui sont soumis à des régimes différents. Donc le fonctionnement de l'incapacité du mineur conduit à distinguer 5 types de contrats qui sont soumis à des régimes différents. 2 petits points. Et on va voir ces 5 types de contrats. Vous verrez, on va en gros de l'acte qui est tout à fait permis à un mineur à l'acte qui est totalement interdit. Je précise que pour des besoins de simplicité, dans cette partie qui est consacrée à l'incapacité d'exercice, le dernier acte, le dernier contrat, ce sera même une incapacité de jouissance, c'est-à-dire un acte qui est strictement interdit à un mineur. Il ne peut même pas le faire en utilisant le biais d'un tuteur ou d'un parent ou autre. C'est un acte prohibé, donc c'est une incapacité de jouissance. Mais pour que ce soit plus simple, je l'ai quand même mis dans cette partie. Donc premier type de contrat, premièrement, les actes de la vie courante. L'usage permet aux mineurs d'agir seuls pour les actes de la vie courante. Ces actes pourront toutefois être annulés à la demande du représentant légal s'ils sont lésionnaires. Qu'est-ce qu'un acte lésionnaire? C'est un acte qui est disproportionné. Le terme lésion en latin, son étymologie, c'est lion. Donc c'est l'idée que quelqu'un s'est taillé la part du lion. Vous savez que le lion, il arrive, il prend la plus grosse part de la chasse et la lionne prendra les restes et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée qu'un mineur peut accomplir tous les actes normaux de la vie courante, sauf si on lui a manifestement fait conclure un contrat dans des conditions qui sont lésionnaires, autrement dit qui sont ahurissantes. Par exemple, un mineur, votre petit frère ou votre petite sœur, si vous en avez, peut aller acheter une baguette. S'il paye 1 euro, il n'y a pas de souci. En revanche, s'il revient en disant « le boulanger m'a vendu la baguette 500 euros », là, c'est lésionnaire. On sait bien qu'une baguette, ça ne vaut pas 500 euros. Deuxième type de contrat, les actes de conservation et
d'administration. Il s'agit des actes nécessaires à l'entretien des biens et à leur gestion courante. Il s'agit notamment des contrats de prestation de services, de location, de petites ventes de meubles d'usage courant, voire d'achat-vente dans un portefeuille de valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions. Ces contrats peuvent être accomplis par un seul parent en cas d'administration légale, donc que ce soit une administration légale conjointe ou sous contrôle judiciaire, un seul parent peut accomplir cet acte. Donc ces contrats peuvent être accomplis par un parent seul en cas d'administration légale ou par le tuteur en cas de tutelle. Si ces actes ont été accomplis par le mineur seul, donc le mineur n'a pas pensé à demander à son parent ou à son tuteur de l'aider à accomplir cet acte, l'irrégularité n'aura de conséquence que si cette opération lèse ses intérêts. Le contrat pourra donc être annulé pour lésion à la demande du représentant légal. Donc on est finalement assez proche des actes de la vie courante. Troisième type de contrat, les actes de disposition. Il s'agit des ventes d'objets autres que les meubles courants, mais aussi des contrats qui peuvent endetter le mineur. Donc, il s'agit des ventes de tous objets autres que les meubles courants, mais aussi des contrats qui peuvent endetter le mineur. Exemple, une hypothèque, un nantissement, un bail de longue durée. L'hypothèque, je pense que vous savez tous ce que c'est. Vous avez tous dû jouer au Monopoly au moins une fois dans votre vie. Donc vous avez une vague idée de ce qu'est une hypothèque. Un nantissement, c'est comme une hypothèque, mais sur un fonds de commerce. Donc l'hypothèque, c'est quand on accepte un gage sur sa maison ou son appartement en vue qu'on nous prête une somme, ou en tout cas en termes de garantie, qu'un jour cette somme sera remboursée à notre créancier. Eh bien, le nantissement, c'est la même chose sur le fonds de commerce pour un commerçant. Et un bail de longue durée, ça peut être par exemple quand vous louez pour 99 ans un terrain ou autre. Donc ces contrats-là, on fait attention. C'est pas n'importe quoi, c'est sérieux. C'est ce qu'on appelle des actes de disposition. Ces contrats ne peuvent être accomplis que par les deux parents. Si c'est le cas, l'accord du juge des tutelles n'est pas nécessaire. Si les deux parents ne s'entendent pas, le contrat ne pourra être conclu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si le mineur est placé sous un régime de tutelle, le tuteur ne pourra accomplir cet acte qu'avec l'accord du conseil de famille. Si ces différentes règles n'ont pas été respectées, le contrat est frappé de nullité, même s'il n'est pas lésionnaire pour le mineur. C'est-à-dire que cet acte il pourra être accompli même s'il a été très bien géré, très bien, les conditions sont tout à fait normales, même si tout est très bien, il suffit que le formalisme n'ait pas été respecté pour qu'on puisse l'annuler. C'est normal, c'est des contrats qui sont vraiment très sérieux, qui sont très importants. Donc on est vraiment pour le coup très attaché à ce que le formalisme soit respecté. Quatrième type de contrat, les actes graves. Pour certains actes graves, visés par l'article 389-5 du Code civil, par exemple l'aliénation d'un immeuble, donc c'est la vente d'un immeuble, ou la vente d'un fonds de commerce, la souscription d'un emprunt, la renonciation à un droit, le consentement à un partage, ces contrats ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. L'accord des deux parents ne suffit pas. Si l'autorisation du juge des tutelles n'a pas été accordée, ces actes peuvent être annulés,
même s'ils ne sont pas lésionnaires pour le mineur. Cinquième type de contrat, les actes interdits. Il s'agit d'actes si graves qu'ils ne peuvent pas être accomplis au nom du mineur. On est ici en présence d'une incapacité de jouissance, puisque personne ne peut conclure le contrat à la place du mineur. Les actes interdits sont les donations qui dépouilleraient le mineur. Donc un mineur ne peut pas donner son argent, même pour une bonne cause. Et les cautionnements. Qu'est-ce qu'un cautionnement? C'est l'engagement de payer la dette d'autrui. 1.4. L'incapacité du majeur. 1.4.1. La tutelle. La tutelle est le régime d'incapacité le plus strict. Elle conduit à la représentation du majeur par un tuteur. L'incapacité fonctionne alors comme celle d'un mineur à deux exceptions près. Première exception, le juge qui met en place la tutelle peut énumérer certains actes que le majeur sous tutelle pourra continuer à effectuer lui-même. Donc la tutelle des majeurs, finalement, elle est beaucoup plus souple. Le juge, on peut un petit peu l'aménager en disant bah, ça, si on autorisera monsieur X ou madame Y à faire encore tel ou tel acte. Deuxième exception, le majeur pourra continuer d'effectuer des donations en faveur de ses descendants ou de son conjoint. 1.4.2. La curatelle. La curatelle donne lieu à une simple assistance du majeur. Il continue à participer lui-même à la conclusion des contrats. Ainsi, premier tiré, le majeur sous curatelle peut conclure seul. Le majeur sous curatelle peut conclure seul les actes de la vie courante et les actes d'administration. Ces actes pourront cependant être annulés s'ils sont lésionnaires. Deuxième tiré, le majeur sous curatelle peut conclure les actes de disposition, mais il doit alors bénéficier de l'assistance du curateur. Troisième tiré, aucun contrat n'est interdit au majeur en curatelle. Pour faire des donations, il doit cependant obtenir l'assistance du curateur. 1.4.3. La sauvegarde de justice. Ce régime est beaucoup plus souple que la curatelle ou la tutelle. L'intéressé continue de pouvoir conclure un contrat, mais les actes qu'il conclut sont fragiles et pourront être annulés ou réduits s'ils sont lésionnaires. 1.4.4. La publicité. Afin d'informer les tiers de l'existence d'une incapacité d'exercice au moment de la conclusion d'un contrat avec l'intéressé, donc afin d'informer les tiers de l'existence d'une incapacité d'exercice au moment de la conclusion d'un contrat avec l'intéressé, et lui permettre de solliciter l'intervention du tuteur ou du curateur pour éviter que le contrat soit ultérieurement annulé, il a été mis en place un répertoire civil. Sur ce répertoire, les jugements de tutelle et de curatelle sont mentionnés. En outre, l'indication RC, répertoire civil, est portée sur l'acte de naissance. Donc, en outre,
l'indication RC, répertoire civil, est portée sur l'acte de naissance de l'incapable. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? Vous avez certainement vu souvent, quand vous concluez certains types de contrats, on vous demande un extrait d'acte de naissance et votre carte d'identité. À la lecture de votre carte d'identité, on peut savoir si vous êtes mineur ou majeur. Moins de 18 ans ou plus de 18 ans, c'est pas compliqué. En revanche, si vous avez plus de 18 ans, comment savoir si vous êtes placé sous un régime de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice? C'est pas compliqué. On demande un extrait d'acte de naissance et si c'est marqué RC, on sait qu'il faut consulter le répertoire civil. Et en consultant le répertoire civil, on s'aperçoit que vous êtes peut-être sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Donc c'est pas pour rien qu'on vous demande certains documents. 1.5. Les incapacités d'exercice spéciales. Il existe certaines incapacités d'exercice spéciales. La plus connue d'entre elles concerne la vente du domicile conjugal. Ainsi, même s'il est l'unique propriétaire du domicile, un époux ne peut pas procéder à la vente de celui-ci sans l'accord de son conjoint. À défaut, le conjoint peut demander la nullité de la cession dans l'année du jour, donc la nullité de la cession, dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte. Donc ça signifie quoi? Vous êtes propriétaire parce que vous en avez hérité, parce que vous l'avez acheté avant votre mariage. Vous êtes propriétaire d'un bien. Vous décidez que ce sera votre domicile conjugal avec votre époux, votre épouse et vos enfants s'il y en a. Un jour, vous décidez de vendre votre bien. Vous dites, il n'y a pas de problème, c'est mon bien, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui en ai hérité, je le vends. Eh bien, vous ne pouvez pas, si c'est votre appartement, votre maison de famille, le faire sans l'accord de votre conjoint, même s'il n'en possède pas 1%. D'accord? Donc, par contre, si c'est votre résidence secondaire, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez la vendre. Grand 2, les incapacités de jouissance. 2.1. Définition. Et pour que la vidéo soit un petit peu plus facile, je vais m'interrompre et recommencer ensuite.